Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag Magique. Cette fois-ci, on va parler des effets d'influence sur les spectateurs. On verra ensuite ce qu'on peut faire avec des cartes de magie usées. Et enfin, je vous donnerai quelques pistes pour obtenir des avis sur des tours et accessoires de magie en vente dans le commerce. Ça peut être utile pour pas gaspiller son argent. Après avoir parlé des effets de prédiction et de télépathie dans les deux derniers numéros du Mag Magique, qui étaient consacrés au mentalisme, et que je vous invite d'ailleurs à regarder si ce n'est pas déjà fait, on va parler cette fois d'une autre catégorie d'effets magiques qui sont très prisés aussi par les mentalistes, c'est les effets d'influence de la pensée. Influencer une personne, ça signifie diriger son opinion ou ses choix plus ou moins à son insu. Dans la vie de tous les jours, c'est plutôt quelque chose de négatif, qui peut même parfois être passible d'une sanction pénale lorsque la victime est considérée comme une personne fragile. On utilise aussi ce terme pour parler des influenceurs, vous savez, ces stars des réseaux sociaux qui, simplement en parlant d'un produit, vont donner envie à des milliers ou même peut-être des millions de personnes parfois d'acheter ce produit. Heureusement, en magie, l'influence des spectateurs, si elle existe, on reviendra là-dessus, n'a lieu que pour le divertissement, dans le cadre d'un tour de magie. Donc c'est pour de l'amusement, du spectacle, ça s'arrête là. Il ne doit pas y avoir de volonté négative du magicien envers le spectateur qui l'a subi. Et elle va consister à faire croire au spectateur que les choix qu'il pensait avoir faits de manière totalement libre depuis le début du tour ont été en réalité manipulés par le magicien pour l'amener à une issue qui était prévue à l'avance. Ce sont donc des effets qui vont se rapprocher beaucoup des effets de prédiction, sauf qu'ici le magicien ne justifie pas ça sous la forme d'une vision de l'avenir, mais plutôt de la manipulation des pensées du spectateur pour l'amener à choisir ce qu'il avait prévu. Encore une fois, la différence elle est subtile, dite comme ça, mais en réalité c'est très différent dans la présentation du tour et dans la perception qu'en aura le public. Et oui, parce qu'ici, contrairement aux effets de prédiction, le spectateur va avoir un peu un choc. Alors je mets des guillemets parce que le terme est un peu fort ici, mais c'est à peu près ça quand même. Parce qu'il va découvrir que sa volonté, son libre arbitre comme on dit, a été complètement éteinte par le magicien, comme s'il avait pris un peu le contrôle de son cerveau. Le spectateur pensait avoir agi de manière totalement libre et en réalité ça n'a pas été le cas. Il a été influencé à son insu par le magicien, comme une marionnette qui serait tenue par un marionnettiste. Et là on se rapproche un petit peu plus des effets de lecture de pensée, en tout cas au niveau du ressenti par le spectateur, puisqu'il a l'impression que le magicien est rentré dans son cerveau. Alors le problème avec ce type d'effet, c'est qu'il est très puissant, mais pour un seul spectateur, comme la lecture de pensée. Pour les autres spectateurs, il peut être juste complice. Donc c'est forcément plus fort pour lui qui a subi cette influence que pour les autres spectateurs qui y ont simplement assisté sans la vivre. Pour contourner ça, vous pouvez faire participer plusieurs spectateurs que vous aurez influencé l'un après l'autre par exemple. Vous pouvez aussi dans certains cas influencer carrément tout le public, comme dans le fameux tour de l'éléphant au Danemark, je pense que vous connaissez. Et là, chaque spectateur vit l'expérience, donc c'est forcément encore plus fort. En ce qui concerne les méthodes utilisées, on va retrouver essentiellement les mêmes que pour les effets de prédiction, donc forçage, principe mathématique, psychologique aussi, auquel on va pouvoir rajouter cette fois l'hypnose de spectacle qui fait intervenir des principes physiques, physiologiques, moteurs, et puis aussi psychiques comme la suggestion. Alors je ne rentrerai pas dans le détail de l'hypnose parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout, donc j'effleure juste le sujet ici. Mais un point qui est important à dire au sujet des effets d'influence, c'est que ce sont probablement les seuls effets magiques qui ont une part de vrai, de réalité. Je m'explique. Quand un magicien fait apparaître ou disparaître un objet, quand il réalise une téléportation, une lecture de pensée, une prédiction, etc., c'est faux. Il n'a pas lu vraiment les pensées du spectateur, il n'a pas réellement fait disparaître la pièce, elle est forcément quelque part, il le fait croire. Alors qu'influencer une personne, c'est possible. La preuve avec tous les forçages psychologiques, comme le choix d'un nombre entre 1 et 10, qui donnera souvent 3 ou 7, le choix d'une couleur, le rouge, ou d'un objet parmi 4, et le forçage du magicien aussi par exemple. Donc quand le magicien va faire croire qu'il a influencé les spectateurs, il y a souvent une part de vrai dans ce qu'il dit, pour une fois. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec le fait de mentir à vos spectateurs, ça va être compliqué d'être magicien, mais vous pouvez vous orienter vers ce type d'effet. Vous aurez moins l'impression de trahir votre public, puisqu'effectivement vous aurez influencé leur choix d'une manière ou d'une autre, c'est réel. C'est moins leur mentir en tout cas que de dire qu'on a lu l'avenir. Parmi les tours classiques basés sur ce type d'effet, on peut citer les effets d'hypnose, comme on l'a dit, comme par exemple l'effet où les index des spectateurs vont se rapprocher petit à petit.
et qui permet d'ailleurs aussi de sélectionner les spectateurs les plus influençables au début d'un numéro d'hypnose collective. Donc là, c'est pas dit négativement, hein, ça veut dire que ce sont les meilleurs sujets, ceux qui sont les plus réceptifs, qui sont les plus prêts à jouer le jeu aussi, et qui se laissent le plus aller dans la suggestion à ce moment précis. Comme on l'a dit, on peut transformer aussi tous les tours de prédiction en tours d'influence, hein, simplement avec le discours. Donc en jouant sur la présentation, encore une fois, hein, donc ça fait forcément beaucoup de tours du coup qu'on va pouvoir faire. On peut aussi citer tous les tours de coïncidence, par exemple avec les cartes ESP. Vous savez, le magicien pose une des 5 cartes face en bas, le spectateur en pose lui aussi une face en bas, etc. Et on montre au final que le spectateur a deviné juste à chaque fois. Est-ce qu'il a un don? Est-ce que c'est de la chance? Est-ce qu'il s'est fait manipuler, influencer par le magicien? Alors j'ai pas vraiment trouvé d'autres tours spécifiques à citer ici, donc n'hésitez pas comme d'hab à utiliser l'espace commentaire si vous en connaissez. Pour finir sur ces types d'effets, un petit point intéressant, c'est qu'il peut être parfois bon de semer un peu le doute dans la tête du spectateur sur ce qui s'est vraiment passé pendant un tour de magie. Ici, comme on l'a dit là juste avant, plutôt que de dire clairement « je vais vous influencer » dès le début du tour, ou bien de dire à la fin « je vous ai influencé », on peut juste suggérer ça, en ajoutant que c'est peut-être aussi le fruit du hasard ou de la chance. En gros, laisser les portes ouvertes sur l'explication de ce qui vient de se passer, en tout cas pas forcément sur l'explication, mais sur la raison, on va dire la justification de ce qui vient de se passer, et ça va permettre en fait à chacun de se faire son propre avis. Donc en plus de l'impact de l'effet magique qui vient de se produire, ça va creuser un niveau supplémentaire dans la tête du spectateur. Est-ce que vous l'avez réellement influencé ou est-ce que c'est encore autre chose? Et il risque de se poser longtemps la question. Quand on pratique la cartomagie et surtout quand on s'entraîne aux techniques de manipulation, on use beaucoup de cartes. On se retrouve rapidement avec des dizaines de paquets de cartes usées qui glissent moins bien, quand elles ne sont pas abîmées aussi, et qu'on ne pourra donc pas utiliser devant les spectateurs. Mais il ne faut pas forcément les jeter pour autant, parce que vous allez voir, elles peuvent encore servir. D'abord, il y a beaucoup de tours qui nécessitent une carte duplicata. Donc pourquoi ne pas prendre ce duplicata dans un vieux jeu usé, surtout quand il n'est visible du public qu'un très court instant. Si les cartes ne sont pas trop abîmées, vous pouvez aussi vous en servir pour les tours de cartes signées, puisque la carte qui va être signée sera de toute façon inutilisable à la fin du tour. D'ailleurs, bien souvent, on va la laisser au spectateur, donc pourquoi pas utiliser des cartes un peu usées. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire des prédictions, hein. Par exemple, si ça c'est ma carte de prédiction, ça pourrait être tout à fait une carte d'un vieux paquet. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi les user un petit peu plus, les vieillir, les abîmer avec par exemple du sable ou de la terre, pour leur donner un côté encore plus vieilli. Ça peut être utile notamment si vous racontez dans l'histoire du tour que cette prédiction, vous l'avez depuis des années, c'est votre grand-père qui vous l'a donnée, j'en sais rien. Si vous préférez ne pas utiliser ces vieilles cartes usées devant le public, vous pouvez aussi vous en servir, par exemple pendant les phases d'entraînement, par exemple sur les tours de cartes déchirées. Elles peuvent aussi vous servir pour faire des prototypes de cartes gimmicks, plutôt que de faire des essais sur des cartes neuves. Parfois, même si les cartes sont usées, l'étui, lui, est toujours en excellent état. Donc dans ce cas, ne le jetez pas, hein. Il pourra vous servir pour par exemple transporter des demi-jeux ou pour remplacer un étui abîmé ou déchiré par exemple, alors que les cartes à l'intérieur, elles, sont toujours en bon état. Vous pourrez aussi vous en servir pour faire des prototypes d'étuis truqués aussi. D'ailleurs, pour conserver un étui sans l'abîmer, vous pouvez l'ouvrir comme un carton en fait, qu'on va aplatir ensuite. Donc pour ça, il faut décoller cette partie-là, la partie du dessous. Donc vous décollez avec un couteau proprement. Et puis comme ça, vous pouvez l'aplatir et le stocker à plat. Ça va prendre beaucoup moins de place, ça ne va pas l'abîmer non plus. Et par contre, au moment où vous allez vous en resservir, il faudra remettre un peu de colle sur la face inférieure. Vous pouvez aussi vous servir de vos cartes usées en tant que marque-page. C'est quand même beaucoup plus stylé d'avoir par exemple un as de pique dans un livre plutôt qu'un petit bout de papier. En plus, comme tout élément lié à notre identité de magicien, dans les transports en commun ou au boulot par exemple, si quelqu'un voit que vous vous servez d'une carte à jouer comme marque-page, ça va l'intriguer. Ça peut déboucher sur une discussion autour de la magie, avec éventuellement quelques démonstrations de tours juste après, sans avoir vous-même forcé ce moment-là. Alors par contre, je vous déconseille d'utiliser des cartes pour mettre dans vos livres, pour marquer les pages qui vous intéressent dans les livres. Vous savez, vous vous dites, oh, ça c'était vraiment bien, je garde un marque-page dedans, parce que les cartes sont un petit peu lourdes, et du coup, elles risquent de tomber la prochaine fois que vous allez prendre le livre, et donc vous allez perdre vos pages. Donc là, pour le coup, je vous conseille plutôt d'utiliser un petit papier. Mais disons que quand vous êtes en train de lire un livre, il n'y a aucun souci d'utiliser une carte, et du coup, ça donne une seconde vie à vos cartes usées. Et pour finir, une toute dernière utilisation d'une carte un peu usée en tant que trucage ou méthode, on va dire, pour faire un tour de magie. Il faut savoir qu'une carte usée va avoir son bord qui va être généralement un peu sale, donc un peu plus sombre que celui d'une carte neuve.
Donc si vous placez une carte usée dans un paquet neuf, alors là c'est pas le cas donc on va pas le voir, mais imaginez que vous placiez une carte usée au milieu d'un paquet neuf, quand vous allez regarder sur la tranche du paquet, que ce soit la petite tranche ou les grandes tranches, vous allez voir le trait un peu plus sombre qui correspond à votre carte usée. Donc vous allez pouvoir vous en servir comme carte clé pour faire des tours de magie. Par exemple pour repérer où se trouve la carte du spectateur, on lui en fait remettre juste avant par exemple. Pour résumer, avant de jeter vos cartes usées, essayez d'en trouver d'autres usages, de leur donner une seconde vie. Bien sûr, vous allez en jeter, forcément, mais personnellement, je vous conseille de garder quelques paquets de cartes usées de côté. Elles vous serviront forcément un jour ou l'autre. Comme toute passion, la magie peut rapidement nous faire dépenser beaucoup d'argent. En ce qui me concerne, je vous ai montré ma collection que j'ai accumulée en 20 ans, mais pour être entièrement transparent, depuis 2 ans à peu près, je dépense environ 60 € par mois dans la magie. Alors oui, c'est un budget qui est assez important, surtout que je suis simplement amateur, comme vous le savez, je ne suis pas professionnel, donc j'ai aucune rentabilité derrière, ça ne me fait pas gagner de l'argent à côté. Donc je ne le fais que pour le plaisir. J'ai conscience que c'est une chance de pouvoir mettre ce budget-là dans cette passion. Après, c'est comme toute activité sportive ou culturelle, toute passion ou toute collection même, à un moment donné, on dépense de l'argent dans du matériel, des cours, etc. Le tout, c'est de se fixer un budget et de le respecter, pour pouvoir bien sûr ne pas être dans le rouge et pouvoir payer ensuite les dépenses obligatoires, comme la nourriture, les factures, etc. Il ne faut pas se mettre dans le rouge pour une passion. Et du coup, si vous êtes fidèle de la chaîne, vous savez que j'essaye de vous donner régulièrement des astuces, des conseils pour ne pas dépenser trop d'argent, tout en respectant bien sûr le travail des créateurs, parce que ça aussi c'est très très important. Et bien cette fois-ci, je vais vous donner des bonnes adresses pour avoir des avis clairs avant d'acheter des tours de magie en vendant dans le commerce. Et oui, parce que l'un des problèmes de la magie, c'est qu'on achète un tour avant d'en connaître le secret. Donc on achète un peu à l'aveugle en fait, et c'est la seule discipline qui fait ça. Donc avant d'acheter un tour cher, il vaut mieux se renseigner bien comme il faut dessus pour savoir s'il vaut le coup, s'il nous correspond, et si on pourra le faire réellement dans les conditions dont on disposera. Et pour ça, vous pouvez déjà vous appuyer bien sûr sur les boutiques de magie. Sur place, bien sûr, c'est l'idéal pour poser toutes vos questions aux vendeurs. En ligne, on a la chance en France d'avoir des boutiques qui font passer la satisfaction client avant le volume des ventes et qui sont dans l'ensemble assez franches sur les produits. Donc vous pouvez poser vos questions par mail ou par téléphone, il ne faut pas hésiter. N'hésitez pas aussi à lire les avis et les descriptions de plusieurs boutiques en ligne. De regarder les vidéos aussi qu'elles proposent sur internet, les lives, les unboxings, etc. Ça va vous donner déjà pas mal d'indications pour savoir si ce tour vous correspond ou bien s'il vaut mieux passer votre chemin et acheter autre chose. Parfois, une simple recherche internet aussi peut vous apporter des informations précieuses avant l'achat. Sur YouTube, vous avez bien sûr la chaîne des avis d'Alexis, que vous connaissez déjà probablement parce que c'est un incontournable, même si la chaîne a pris depuis quelques années, je trouve, une tournure un peu plus commerciale à cause des partenariats avec les boutiques de magie. Alexis, il a travaillé pendant 2 ans chez Magic Dream, désormais sa chaîne elle est sponsorisée par Marchand de Trucs, donc on comprend, moi en tout cas je comprends complètement qu'il sponsorise sa chaîne pour pouvoir en vivre, puisque lui du coup il en vit, il a un métier à côté, mais voilà, c'est une source de revenus pour lui, donc c'est tout à fait normal, mais du coup forcément c'est normal aussi de pas forcément démonter les produits ou de ne présenter que les produits vendus par la boutique en question, donc ça limite un petit peu je trouve la voilure de la chaîne par rapport à avant quand il était autonome, mais bon, peu importe. Vous avez quand même accès avec sa chaîne à une base d'informations de plus de 450 articles avec des avis qui sont sincères. Donc ça c'est très important. En plus Alexis il a une attitude plutôt cool, les vidéos elles sont sympas à regarder et puis il publie un avis chaque vendredi, encore aujourd'hui, donc du coup c'est vraiment intéressant. Il y a quelques années, Calix et Chacan animaient la chaîne YouTube du Magigazine, dans laquelle ils passaient en revue plusieurs articles avec là aussi de la bonne humeur, des conseils sincères. Ils tournaient ça dans leur salon, donc on avait l'impression de prendre un peu l'apéro avec eux, c'est vraiment sympa. Alors même si la qualité technique, elle n'était pas toujours au rendez-vous, notamment au niveau du son, malheureusement, parce que c'est pas facile en fait quand on est deux d'avoir un bon son, il faudrait que chacun ait un micro-cravate, enregistrer 2 sources audio, il faut avoir du matériel, donc forcément c'était un petit peu plus compliqué, eux ils captaient le son avec un micro à distance, mais c'est pas grave, ça vous promet plusieurs heures de magie en bonne compagnie, avec là aussi des avis sincères, donc je vous recommande. Toujours sur YouTube, en anglais cette fois-ci, la chaîne Magic Orthodoxy est elle aussi incontournable. Il y a plus de 2600 vidéos, des avis plutôt francs et honnêtes là encore. Par contre, ils parlent souvent beaucoup pour rien dire, je trouve. C'est dommage parce que ça brouille un peu le discours. Mais bon, l'essentiel est dans les informations qu'ils donnent et elles sont fiables. Il y a beaucoup d'autres chaînes aussi sur YouTube qui font des reviews d'articles de magie. Je vous ai cité les essentiels.
Côté site internet, cette fois-ci, Virtual Magie dispose sur ses forums de nombreux tests d'articles et de livres en français par des amateurs ou des professionnels de la magie. Là aussi, c'est une belle mine d'or et bien souvent, vous tomberez d'ailleurs dessus dans les résultats de recherche internet. Et enfin, impossible de ne pas citer Magitest. C'est un site internet en français, toujours, dans lequel vous trouverez près de 400 reviews d'accessoires, de livres et de vidéos. Et là, pour le coup, les avis sont clairement impartiaux. Ils n'hésitent pas à enfoncer les produits quand ils ne sont pas bons. Alors, malheureusement, il y a un peu trop souvent de fautes de frappe ou de français dans les textes, dans les articles qu'ils ont écrits. Je trouve que ça perturbe un peu la lecture et ça donne un aspect un peu amateur. C'est dommage, mais bon, peu importe la forme finalement, le fond est excellent. Et d'ailleurs, ils ont aussi une chaîne YouTube sur laquelle ils publient des podcasts. Donc si vous aimez bien ce format, n'hésitez pas à aller voir ça. Vous connaissiez déjà très probablement ces adresses, mais au cas où vous soyez passé à côté de certaines, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je pense que vous y trouverez ce que vous cherchez. Je vous mets tous les liens dans la description, bien sûr. Je tiens à dire aussi que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Il ne s'agit pas de partenariat du tout avec les sites ou les chaînes que j'ai cités. Ils ne sont même pas au courant, je ne les ai même pas contactés. Donc j'ai donné plusieurs exemples pour apporter une certaine pluralité, pour ne pas faire de pub pour un ou pour l'autre. Mais si vous voulez vous faire la pub d'une autre chaîne ou d'un autre site sur laquelle on peut lire des avis de tours de magie que vous aimez bien, n'hésitez pas à laisser un message dans l'espace commentaire, il n'y a pas de problème là-dessus. C'était le 12e numéro du Mag Magique, un petit peu plus théorique cette fois-ci. Le premier date de janvier 2022, donc là on est en octobre, donc ça fait 12 numéros en 10 mois. C'est à la fois pas trop mal et en même temps tellement peu. Si je pouvais vraiment, j'aimerais pouvoir vous proposer un Mag Magique tous les jours, ou au moins une fois par semaine. J'ai encore tellement de sujets à aborder, mais malheureusement, je ne peux pas aller plus vite sans que ça prenne trop de temps sur mon quotidien. Je tiens aussi à continuer à faire en sorte que ces vidéos, je les fasse avec plaisir. Donc je ne veux pas que ça devienne trop une contrainte non plus. Comme vous le savez sûrement, la chaîne n'est pas monétisée, donc je ne gagne pas d'argent du tout avec YouTube. Je partage mes humbles connaissances avec plaisir et avec passion pour vous aider à voir la magie sous un autre angle, autrement qu'une simple panoplie de trucs, comme on l'envisage malheureusement trop souvent. Plus que les trucs, la mise en scène d'un tour, le fait de passer un bon moment avec le public, de partager des émotions, de faire oublier les problèmes du quotidien, de faire rêver un peu, c'est surtout ça, la magie. C'est une passion qui est tellement vaste qu'une simple vie humaine ne suffira jamais à en explorer toutes les facettes.